Bonjour à toutes et tous. Ces dernières semaines, de nombreux jeunes ont signé leur premier contrat professionnel sous les couleurs de l'AS Saint-Étienne. Vous avez pu en voir certains dès ce jeudi sur les images publiées par le club lors de la reprise des entraînements avant d'attaquer cette nouvelle saison de Ligue 2. Le point commun de tous ces joueurs est qu'ils sont passés par le centre de formation de l'AS Saint-Étienne, sauf le dernier, celui qui a signé professionnel ce mercredi. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, ça va être de les présenter. Et pour cela, je suis accompagné d'un des spécialistes de la formation sur Peuple Vert, Clément. Salut Clément, comment vas-tu ? Salut Paul, bah écoute ça va, j'espère que toi aussi. Merci pour l'invitation, toujours un plaisir de faire ce genre de format avec toi. Puis en plus on va parler de formation, donc un sujet qui me tient à cœur. Donc bah écoute, hâte de commencer. Eh ben écoute, on va commencer tout de suite. Pas mal de contrats ont été donc signés depuis le mois de mai. On va parler aujourd'hui de 8 joueurs. 7 ont signé, mais il y en a un, ça devrait arriver très prochainement. On y reviendra en fin de vidéo. Eh ben, je te propose de les faire dans l'ordre chronologique, en tout cas par rapport aux signatures qui ont été annoncées par le club. On va commencer par le jeune Louane Gadagbeku, qui a donc signé professionnel jusqu'en 2028. C'est un milieu de terrain qui est âgé de 18 ans. L'année dernière, il a joué 13 matchs avec le groupe N3. Il compte 14 sélections avec l'équipe de France. Donc chez les jeunes, il est arrivé à Saint-Étienne en 2022 en provenance de Fleury. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur son profil ? Quel type de milieu est Louane ? Alors bah du coup Luan c'est un joueur comme tu l'as dit qui arrive de région parisienne, bon, alors c'est un profil assez atypique. On va dire que c'est ni un pur créateur ni un pur récupérateur. C'est un milieu de terrain gaucher qui est un bon récupérateur, qui apporte de l'équilibre à une équipe. Il a du volume, il court. C'est un joueur qui avec ballon joue plutôt simple. Il a un joli pied gauche, mais il en fait pas trop. Peut-être d'ailleurs des fois ce qu'on peut lui reprocher d'en faire pas assez justement avec ballon, parce qu'il a les qualités, mais peut-être un certain manque de prise d'initiative sur certaines situations. On le voit assez peu offensivement aussi dans les 30 derniers mètres. Donc voilà pour les axes d'amélioration. En tout cas, c'est un profil intéressant qui est arrivé du coup là, à la fin de son parcours au centre de formation. Il signe pro, c'est assez logique. C'est un joueur qui est coté quand même parce qu'il a fait beaucoup de sélections en équipe de France de jeunes, U16, U17, U18. Il a goûté à l'équipe de France à chaque fois. Donc voilà, c'est un joueur intéressant qui a un profil qu'on voit assez peu souvent finalement, je trouve. Mais voilà, c'est un joueur moi qui me plaît bien. Ok, et justement, est-ce que c'est ce profil qui a convaincu le club de le faire signer professionnel ? Bah, comme j'ai dit, donc c'est un joueur qui est de la génération 2007. Donc il arrivait à la fin de son parcours au centre de formation. Donc il faut faire un choix. Soit tu le laisses libre, tu le laisses s'engager ailleurs. Soit tu lui proposes un contrat stagiaire professionnel. Soit tu lui proposes de passer de passer pro. Pour un joueur comme ça qui est sur ses 18 ans, qui a fait des sélections en équipe de France, qui a joué quelques matchs avec la réserve et qui a assez souvent été surclassé par le passé. Il y a rien de plus logique que d'aller sur un contrat pro. C'est un profil intéressant. Donc voilà. Enfin franchement, au vu de ses qualités, de ce qu'il a montré et de la cote qu'il a, c'était logique qu'il lui mette un contrat pro et c'était logique qu'il lui mette un contrat pro de 3 ans. Il y avait pas trop de discussion là-dessus. Je pense pas que qui que ce soit s'opposera à ça. Ouais, et ça reste un très jeune joueur parce qu'il a que 18 ans, donc il a quand même une belle marge de progression, je pense. C'est justement la question que je voulais te poser. Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui peut encore franchir un cap ? Est-ce qu'il est proche du groupe professionnel actuellement ? Alors, un joueur qui peut franchir un cap, bien sûr, parce qu'il a quand même joué pas mal de matchs encore en U19 cette saison. Il a goûté à la réserve à pas mal de reprises, mais voilà, on va dire qu'il a un peu partagé son temps de jeu entre les deux groupes. Au niveau de sa proximité avec le groupe professionnel, il va faire la préparation. Là, il a quelques jours de vacances supplémentaires parce qu'il était en sélection U18 avec la France, mais il va revenir, il va reprendre avec les professionnels, à voir s'il fait la préparation complète ou si il en fait qu'une partie. En tout cas, il est quand même un minimum dans les plans puisqu'il il le convoque, ce qui n'est pas le cas de tous les jeunes.
Après, est-ce que je le vois aller prendre du temps de jeu cette saison? J'aurais tendance à dire que non si je devais me mouiller. Pour moi, il a quand même encore pas assez joué en réserve. Je le trouve encore un peu timide sur certains aspects. Je pense il y a un ou voire deux paliers à franchir avant de pouvoir espérer prendre des minutes. Mais c'est quelque chose qui à terme pourra arriver dès cette saison. Je dirais que ça me paraît peut-être un peu prématuré. Ouais, il y aura certainement aussi pas mal de concurrence dans le groupe d'Eric Horneland. Et pour qu'on visualise un petit peu plus, tu nous as bien décrit qui il était, mais dans le style de jeu, à quel joueur, on va dire connu, on peut le comparer, toute proportion gardée bien sûr. Bah, son sélectionneur avec la France U18 l'avait comparé à Andy Diouf Ok, dans une interview pour Poto Carré. Alors, il avait bien précisé, Andy Diouf, si Luan se met à prendre plus d'initiative, donc voilà, sur des phases où Luan commence à vraiment vouloir porter le ballon, à amener une plus-value réelle avec ballon, il peut avoir des airs de Andy Diouf. Je suis assez d'accord avec ça. Le problème, comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'il le fait peut-être encore pas assez souvent. Il se contente parfois d'être, c'est un joueur sobre, donc il se contente ok. peut-être parfois de pas assez au vu de ses capacités avec ballon. Donc, mais en effet, je suis assez d'accord avec ça. Quand il prend les initiatives, il peut y avoir un peu des faux airs de Andy Diouf. Mais voilà, en tout cas, c'est un profil qui doit se développer quand même là-dessus, sur les prises d'initiative avec ballon. Il doit marquer plus, il doit être à la dernière ou à l'avant-dernière passe, peut-être plus souvent. Après, il peut jouer 6, il peut jouer 8, donc ça dépend aussi de son positionnement sur le terrain. Mais voilà, la marge est pour le moment surtout là-dessus, d'être plus complet dans différents secteurs de jeu. Ok, bon bah on attend de le voir. En tout cas, c'est celui qui a signé son contrat professionnel le plus rapidement parmi tous les joueurs qu'on va évoquer aujourd'hui. Après, je sais pas s'il y a un impact, je pense pas. C'est que tout doit se faire au fur et à mesure. Donc hâte de le voir évoluer, peut-être avec la réserve s'il a pas encore pu bénéficier trop de temps de jeu, mais c'est peut-être un joueur qu'on va pouvoir voir par la suite. Maintenant, justement, on va parler de celui qui était capitaine de la réserve. Il était déjà professionnel, mais il a prolongé son contrat. C'est Djibril Sahraoui. C'est un milieu de terrain également qui est sous contrat jusqu'en 2028. Donc il est âgé de 20 ans. Il est notamment apparu quelques minutes face à l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Il est arrivé à l'AS Saint-Etienne en 2020 en provenance du Burel FC. Est-ce que tu peux nous parler du profil de Djibril? Et puis c'est un joueur qui s'est blessé, donc surtout avant sa blessure, comment il était? Alors, Gébril, c'est un joueur qu'on a souvent vu en meneur de jeu reculé, en sentinelle, en réserve. Donc, il a aussi joué 8 dans le passé. Voilà, il a fait un peu tous les postes du milieu de terrain. Mais c'est vrai qu'en réserve, il s'était plutôt fixé, bon, soit sur un double pivot, soit un cran en dessous en meneur de jeu reculé. C'est un joueur qui a des grosses qualités avec ballon dans l'orientation du jeu. Il a un peu les deux pieds, donc c'est super pratique. C'est super d'avoir des joueurs comme ça. Donc ouais, voilà, vraiment des vraies qualités avec ballon, une vraie qualité de pied, donc c'est assez intéressant quand même. Il s'est épaissi aussi, c'est un joueur qui a pris le jeu volume, etc. Donc voilà, il était sur une progression constante, il faisait une bonne première partie de saison en réserve. Malheureusement, comme tu l'as dit, il y a cette grave blessure qui vient un peu tout stopper, mais voilà, c'est un joueur complet qui a des vraies qualités avec ballon. Donc voilà, le club a décidé de lui refaire confiance. Ouais, le club a décidé de lui refaire confiance. Il était en plus capitaine donc de l'équipe réserve de la Nationale 3. Dans son tempérament, c'est un vrai leader. C'est pour ça qu'il avait ce brassard ou c'est d'autres qualités qu'il a démontré? Alors, je le vois pas spécialement comme un leader avec la voix qui porte, entre guillemets. Mais ce qui est sûr déjà, c'est que c'est un leader technique. Donc ça, c'est important. Je pense que c'est pas qu'un leader technique, c'est aussi un joueur qui est mature, qui est posé. Donc je pense que le fait qu'il ait le brassard, c'était aussi pour ses qualités humaines qu'il peut avoir. Mais voilà, je pense pas que ce soit celui qu'on entend le plus non plus. Mais oui, oui, c'est un leader à la fois technique et à la fois par sa maturité. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut ressortir. Ouais, c'est son caractère, c'est un joueur qui doit bosser aussi parce que faut qu'il revienne justement de sa grave blessure qui est une rupture du ligament croisé. Malgré sa rupture du ligament croisé, le club lui a accordé sa confiance. Je sais plus jusqu'à quand il était sous contrat de base. Donc le club lui a accordé sa confiance jusqu'en 2028, c'est quand même assez rare. Comment tu l'expliques? C'est ça. Bah alors là, il arrivait en fin de contrat. Il avait signé Ah professionnel oui, il y c'était a là, ouais. 2 ans et demi. Ok. Donc là, il arrivait en fin de contrat. Le club le prolonge de 3 ans. C'est
en effet, comme tu l'as dit, une vraie marque de confiance. C'est même très rare après une rupture des croisés de voir un joueur prolongé. Alors, déjà, de voir un joueur prolongé, c'est assez rare. Mais en plus de 3 ans, pour quelqu'un qui n'a encore, entre guillemets, rien montré avec le groupe pro, c'est vraiment une belle preuve de confiance. À son retour, moi, je le vois d'abord aller avec la réserve, reprendre son rôle de leader, comme on l'a dit avant, voilà, être un cadre de la réserve. La réserve, d'ailleurs, qui va manquer un peu, justement, de joueurs comme ça, avec de l'expérience à ce niveau-là, la saison prochaine. Donc, ce sera ça la première étape. Je crois qu'il reprend la course, l'entraînement individuel en juillet, là. Donc, voilà, il va y aller progressivement. Mais voilà, d'abord un avenir dans le futur proche avec la réserve, et après, on verra, comme tout le monde le sait, revenir d'une telle blessure, c'est jamais évident. On ne sait pas aussi ce qu'il adviendra de son niveau et combien de temps il lui faudra pour revenir à l'exigence qu'il avait sur le début de saison, parce qu'il a fait une très belle première partie de saison. Ouais, c'est sûr. Tu te souviens quand elle est arrivée, cette rupture? Alors, Début ça d'année, doit être aux alentours du mois de mars, Ah ouais, du mois ok. de mars, il me semble, à peu près. Ok, donc ouais, au mieux, il va parvenir certainement avant novembre, peut-être. Il va falloir être patient avec Voilà, lui. mais je crois qu'il reprend la La course course, courant ouais. juillet. Ouais, ouais. C'est ce qui est prévu. Oh, Donc voilà. Mais il va falloir y aller progressivement, c'est sûr. C'est comme à chaque fois, malheureusement. oui, c'est sûr. Il va certainement pas avoir de temps de jeu avant la fin de l'année 2025, ou vraiment quelques minutes. On pourra éventuellement le revoir avec la réserve après, et on espère pour lui qu'il va pouvoir gravir les échelons. Mais en tout cas, une belle marque de confiance de la part du club de l'avoir prolongé. Et comme tu l'as dit, jusqu'en 2028, c'est vrai que c'est assez long. Il reste 3 ans de contrat du coup maintenant. On va aborder un autre joueur, c'est un autre profil, même s'il est aussi milieu de terrain. C'est Nadir El Jamali qui a signé lui son premier contrat professionnel jusqu'en 2028. C'est un joueur qui est âgé de 18 ans. Il a joué 11 matchs avec les U19 et il a marqué des buts, 5, plus 17 avec la réserve. Et il est arrivé à Saint-Etienne en 2022 en provenance du Blanc-Mesnil Sport Football, un club qui se situe en Seine-Saint-Denis. Est-ce que tu peux plus nous en dire sur son rôle et quel est son profil exact? Est-ce que c'est vraiment un milieu de terrain ou est-ce que c'est plus un milieu offensif, un ailier? Est-ce qu'il se rapproche des deux profils d'avant, des deux profils qu'on a cités avant? Alors Nadir El Jamali, c'est un joueur qu'on recrute du coup au Blanc-Mesnil, comme tu l'as dit, qui a fait l'INF Clairefontaine, le seul qui a fait Clairefontaine qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors, comme tu l'as dit, du coup, il peut jouer 8, 10 ailier. Il a déjà fait les 3 postes. Pour moi, c'est un peu un joueur de demi-espace, si on devait définir vraiment son profil idéal. Voilà, il a beaucoup été utilisé en tant qu'ailier en réserve, mais voilà, dans un système avec 2 meneurs de jeu, par exemple, en soutien d'un attaquant, ce serait peut-être là qui serait le plus à l'aise. Donc c'est un joueur qui a un super pied gauche, vraiment. C'est probablement le meilleur pied gauche du centre. C'est vraiment du velours. Donc voilà, il joue sur son côté, il est capable de varier un peu ses propositions, à la fois centrées, à la fois repiquées sur son pied gauche. Donc c'est un joueur qui est vraiment dangereux, qualité de dribble, un pied gauche hyper fiable techniquement. Il peut déposer le ballon, allez, on va dire quasiment où il veut. Les contrôles, les prises de balles sont très fluides. C'est un joueur vraiment très football, qui en tant que 8-10 du coup a aussi développé d'autres qualités, que ce soit en termes de vision de jeu, en termes de volume, en termes de travail défensif. C'est pas les mêmes choses qui sont demandées quand tu es au milieu ou quand tu es ailier. Donc il a pu se développer sur différents aspects à différents postes. Il est assez complet dorénavant, je pense. Il a pas mal joué en réserve aussi la saison dernière. Il a même eu quelques stats, comme tu l'as dit. Il va faire la prépa avec les professionnels comme le Nguet Bécu à son retour de vacances, parce qu'il était lui aussi avec le groupe France U18. Donc voilà, c'est un profil qui est vraiment intéressant et qui, moi, me plaît particulièrement. J'ai une vraie sensibilité pour ce joueur. Ouais, et puis c'est intéressant parce qu'on dit souvent ces dernières années que Saint-Etienne a quand même du mal à sortir des jeunes du centre de formation dans le secteur offensif. On a plus des milieux de terrain à vocation défensive ou des défenseurs. Donc espérons qu'il puisse réussir à performer, même si bien sûr il faut lui laisser le temps. Ce qui est positif aussi, c'est qu'il y a beaucoup de ces jeunes joueurs qui sont sélectionnés avec l'équipe de France. Donc même s'ils reprennent plus tard, bah franchement ça fait plaisir de les voir avec les Bleus. Donc ça c'est une bonne chose pour le club. Et
on aime bien souvent parler, un mot que je déteste, le mot pépite chez les jeunes joueurs. Est-ce que justement, lui, ça en est potentiellement une? Est-ce qu'il serait en avance sur sa génération? Parce qu'il est quand même jeune, il a que 18 ans et il a quand même déjà de belles stats. Le mot pépite, forcément, il est toujours compliqué à utiliser. Certains te diront qu'une pépite, c'est un joueur qui va finir dans les 30 au Ballon d'Or. D'autres te diront que c'est juste un joueur qui peut faire une carrière Ligue 1. Ça dépend où est-ce que tu places le curseur, pardon. Donc, est-ce que c'est un joueur qui peut faire une carrière professionnelle? Oui, largement. Il a les qualités nécessaires. Il y a aucun doute là-dessus. Est-ce que c'est un joueur qui va facilement aller taper un niveau Coupe d'Europe, Ligue des Champions? Pour des profils comme ça, très football, même si attention, c'est pas du tout un petit gabarit, il est grand, il a de l'amplitude, etc. Mais pour un profil très football comme ça, c'est pas évident de répondre, c'est assez compliqué. Donc il est un peu en avance, oui, bien sûr, parce que du coup, il y a que 2007 qui signe professionnel à la SSE cette saison, donc c'est qu'il était en avance sur 90% de la génération. Après, on n'est pas non plus sur un joueur de 16 ans qui signe son premier contrat pro, comme ça a pu être le cas pour Gilles Nguessan. Il finit son parcours de formation lui aussi. Voilà, il arrive à la fin de ses années au centre. Il signe pro parce qu'il fallait faire un choix sur le contrat. Pareil, logique, aucun débat là-dessus. Comme Gadek Bécu, il mérite largement. Pour autant, il n'est pas ultra en avance, ultra précoce. Voilà, c'est un joueur qui est plus que dans les temps, évidemment, mais voilà. Oui, on aura bien évidemment l'occasion de le voir durant cette préparation. Et selon toi, quel est son potentiel? Est-ce que tu penses qu'on peut le voir avec l'effectif Ligue 2, sans parler de préparation, parce qu'on va le voir là, on a déjà vu beaucoup de jeunes lors des saisons précédentes, durant les préparations, et on les voit pas après forcément Ligue 2. Est-ce que tu penses qu'il peut intégrer le groupe sur le court, sur le moyen terme, ou plus sur le long terme? Alors, donc comme on a pu l'évoquer avant, il va faire la préparation du coup à son retour de vacances. Donc lui aussi, il va être vu. Donc déjà en premier lieu, ça va dépendre de ce qu'il va faire durant la préparation, sur les matchs amicaux, etc. Après, si je voulais faire un peu un pari risqué, je dirais qu'El Jamalid, qu'il a une vraie carte à jouer, parce que moi j'y crois un peu en vrai. J'y crois un peu. C'est pas évident du tout, attention. Mais il a un profil qu'on n'a pas du tout dans le groupe professionnel. Il n'y a aucun joueur qui vraiment se rapprocherait de lui. Il peut jouer du coup à différents postes. Orneland adore les mecs polyvalents. Donc que ce soit dans un rôle dans le milieu à 3 ou bien sur un côté, c'est un profil qu'on a vraiment pas. Donc j'aurais tendance à dire que derrière Nguessan, évidemment, c'est peut-être l'offensif, le jeune offensif qui a le plus sa chance. Donc ouais, moi j'ai pas envie de dire que je le sens bien, mais si je devais vraiment poser de l'argent sur un pari risqué, c'est peut-être sur lui que je le ferais, mais c'est aussi parce que j'ai une vraie sensibilité pour ce joueur-là. Ok, et on va voir ce qui va se passer lors des saisons futures. En tout cas, il faut y aller bien évidemment étape par étape et pas griller ces joueurs-là. On va parler maintenant de deux jeunes joueurs qui ont signé professionnel. C'est les joueurs qui sont là depuis le plus longtemps à l'AS Saint-Etienne, mais c'est les deux contrats les moins longs. C'est Maïdine Makloufi, on va commencer par lui, qui est un latéral et qui a signé professionnel jusqu'en 2026, donc jusqu'à la saison prochaine. Il est âgé de 20 ans, c'est un joueur de la réserve. Il est arrivé à Saint-Etienne, tenez-vous bien, en 2013, donc ça fait déjà 12 ans qu'il est au club. Il a passé plus de la moitié de sa vie à Saint-Etienne, c'est quand même assez fabuleux. C'est un joueur qui a sans doute vraiment l'amour du maillot. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, pardon, toi, de ce latéral gauche? C'est ça, comme tu l'as dit, c'est un vrai enfant du club. Un vrai enfant du club, c'est un bon gamin, etc. Donc déjà, c'est une fierté pour moi en tant que supporter de la SSE et suiveur du centre de formation, de voir un mec comme ça qui a fait école de foot, préformation, formation, signer son premier contrat pro. C'est juste génial de voir un mec comme ça qui passe toutes les étapes jusqu'au contrat pro. Après, au niveau de son profil, c'est un joueur qui a un très bon pied gauche. Donc voilà, dans son couloir, il peut envoyer de très bons centres. C'est fiable techniquement. Je me souviens d'un match contre Espali cette saison, où sur coup de pied arrêté aussi, il met 2 caviars pour Israël Kinunga qui permettent d'arracher la victoire. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui, pour moi, se caractérise par son pied gauche. Il a un pied gauche qui est très fiable. Après, athlétiquement, je pense qu'il en manque
du moins pour l'instant, pour être un joueur profilé vraiment haut niveau. C'est pour ça d'ailleurs qui ne reprend pas avec les professionnels. Mais voilà, pour moi, pour l'instant, il en manque. C'est pas méchant, c'est pas grave. Chacun passe les paliers à sa vitesse, mais voilà, il reprend avec la réserve pour l'instant et c'est pas un scandale, j'ai envie de dire. Ok, bah, d'ailleurs tu parles qu'il est bon du pied gauche, il y en a quand même beaucoup des joueurs, j'ai l'impression, qui sont gauchers, dans ceux qui ont C'est signé vrai. professionnel, donc c'est assez rare et ça peut être quelque chose aussi d'important. Euh, donc c'est un latéral, on attend maintenant beaucoup des latéraux sur le plan défensif, mais aussi sur le plan offensif. C'est quoi ses forces principales? Est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir mettre des bons ballons dans la surface de réparation, ce qui nous manque un peu dans le groupe professionnel? Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est un joueur qui, comme j'ai dit, athlétiquement peut avoir, je pense, du retard par rapport à certains, qui n'a pas vraiment un coffre énorme, qui va pas être impressionnant au duel. Mais par contre, quand il s'agit sur coup de pied arrêté, de déposer un bon ballon, d'envoyer un bon centre, d'assurer une passe avec son pied gauche, il y a aucun souci. Franchement, voilà, il a un pied gauche qui est totalement au niveau. Bon, c'est pas du velours comme El Jamali, j'ai envie de dire. C'est parce que c'est différent, parce qu'il joue pas au même poste. Mais voilà, c'est un joueur qui surtout se caractérise par sa qualité de pied. Donc ouais, c'est vraiment ce qui ressort principalement. Ok. Et donc c'est un joueur qui a signé jusqu'en 2026, c'est très court. Il n'a pas beaucoup de temps pour se montrer. Donc est-ce que c'est un joueur qui peut réussir à intégrer le groupe professionnel assez rapidement? Parce que pour le coup, tout à l'heure on parlait de long terme, de moyen terme. Là on est plutôt sur du court terme avec lui, hein. On est clairement sur du court terme et on est du court terme pour la réserve. D'ailleurs, les contrats pro d'un an comme ça, pour les joueurs qui avaient signé stagiaire avant et qui là signent pro, on est sur un joueur qui, en théorie, sauf surprise, va faire sa saison avec la réserve, va apporter d'ailleurs beaucoup au groupe réserve parce qu'il a de l'expérience à ce niveau-là. Il a fait une saison complète la saison dernière. Donc ça, c'est très bien, c'est très très bien. Mais malheureusement pour lui, Lassana Traoré, qui vient d'arriver, qui joue au même poste, a repris avec les pros. Darling Blady est revenu d'un prêt de Bourg-en-Bresse. Il a fait un bon prêt là-bas, même si le club ne compte pas sur lui pour cet été. Donc il a quand même plus de références, même s'il y a, il y a l'éventualité qu'il quitte la SSE pendant ce mercato. Voilà, pour l'instant, Maji Makloufi, il n'est pas prioritaire dans la hiérarchie des latéraux gauche à la SSE. Il va faire sa saison avec la réserve, je pense. C'est pour ça qu'il reprend en juillet avec le groupe National 3 de Sylvain Gibert. Donc je pense que les échéances pour lui, voilà, elles vont plutôt être avec le groupe réserve. Après, Ok. évidemment, il peut y avoir des surprises. Le point sera fait aussi dans un an. S'il fait une bonne saison en réserve, c'est pas interdit de le prolonger encore d'un an, par exemple. Mais voilà, pour l'instant, on est sur un joueur avec qui il faut se projeter pour le groupe réserve, je pense. D'accord. Et ben, en tout cas, on lui souhaite qu'il y ait une bonne surprise pour lui et puis qu'il puisse ensuite évoluer avec le groupe professionnel. Donc on va également le suivre de très près comme tous ces jeunes qui ont signé leur premier contrat ou qui ont prolongé. Je pense que c'est un autre joueur qu'il connaît bien, ils doivent se connaître tous les deux. D'ailleurs, ils ont été annoncés dans le communiqué de Saint-Etienne en même temps, plus que se connaître à mon avis. Ils sont peut-être même amis. C'est Jules Mouton, j'allais dire Louis Mouton, mais non, c'est pas Louis Mouton, c'est son frère. C'est pour ça qu'ils ont le même nom de famille. Il est âgé de 20 ans lui aussi. C'est un joueur qui évolue avec l'équipe réserve, la Nationale 3, et qui est arrivé à Saint-Etienne en 2015. Donc ça fait tout simplement 10 ans qu'il évolue sous le maillot stéphanois. Donc lui, pour le coup, c'est vraiment la moitié de sa vie. Donc c'est un joueur qui est formé depuis 10 ans au club. Qu'est-ce que tu retiens de sa progression? Je pense qu'il est passé par l'école de foot aussi, par la préformation, par la formation, ce qui est assez rare aujourd'hui. C'est ça. Bah lui, il débarque de Vosges comme son grand frère Louis. Donc il arrive à la SSE en 2015, comme tu as dit, et pareil, c'est une fierté parce que c'est un joueur qui a connu énormément de choses à Saint-Etienne. Donc pareil, juste récompense, j'ai envie de dire, que ce contrat professionnel. Et c'est vraiment génial de voir des gamins comme ça qui sont là depuis très longtemps, qui arrivent à franchir toutes les étapes jusqu'au contrat pro. Et sa progression, bah, il a joué à différents postes, on va y revenir, je crois, mais central, milieu de terrain. C'est un joueur qui a une progression assez linéaire, j'ai envie de dire. Peut-être qu'à un moment, il a été plus mature physiquement que les autres et que là, l'écart est en train de se réduire, voire même d'être remis à zéro. Mais voilà, c'est un joueur qui a eu une progression assez linéaire finalement.
Ok, donc il y a une progression donc assez linéaire. D'ailleurs, on verra tout à l'heure est-ce qu'il a un profil qui ressemble à celui de son frère, parce que je pense qu'on est nombreux à se poser la question. Oui, tu as dit qu'il a joué en défense centrale, j'ai vu également au milieu de terrain. Il est plus à l'aise dans quel rôle? Lui, je pense qu'il se préfère au milieu de terrain. Le problème, c'est que il manque peut-être un peu de jambes pour jouer au milieu. Les profils qu'on a aujourd'hui dans le football moderne, ils ressemblent pas vraiment aux siens, pour être honnête. Donc ils l'ont replacé derrière. C'est un joueur qui va pas très vite, qui se projette pas énormément avec ballon. Voilà, on est loin d'un box-to-box, donc je pense que malheureusement c'est ce qui lui fera défaut pour aller au haut niveau au milieu de terrain. S'il a une carte à jouer avec les professionnels, je pense pas que ce soit à ce poste-là, sauf surprise. Après, il y a des profils de numéro 6 comme ça qui percent, ça arrive encore. Mais voilà, mais c'est rare de voir des joueurs de son style arriver à éclore au milieu de terrain, je trouve, de nos jours. Ok, bon bah tu parles du milieu de terrain, il aura peut-être des difficultés à éclore. C'est là où son frère a évolué, notamment à Saint-Étienne, avant qu'il parte. On sait, quand on tourne cette vidéo, on ne sait pas encore le club. Ça devrait arriver dans les prochaines heures. Donc, est-ce qu'il a des similitudes quand même avec son frère? J'aurais tendance à dire que pas beaucoup, non, pas beaucoup. Alors, faut savoir que Louis Mouton, bon, en professionnel, on l'a surtout vu jouer 6 ou 8. Oui. En réserve, il jouait numéro 10, ou alors c'était le milieu le plus créateur du milieu de terrain à 3. Donc c'est un joueur qui vraiment était réputé pour sa vision de jeu, pour sa qualité de passe, etc. Qui par la suite a beaucoup travaillé, avait une grosse activité, courait beaucoup, etc. Jules, on est plutôt sur un joueur qui est entre guillemets assez lent, qui a une bonne qualité de passe, mais qui va jouer très simple et qui par contre athlétiquement euh, est quand même assez fort dans le gel. Alors comme je le disais précédemment, peut-être qu'il y a 2 ans il avait de l'avance là-dessus justement. L'avance qu'il avait par contre athlétiquement, elle est en train, je pense, de se réduire, voire même depuis qu'il joue en réserve, elle est, euh, elle est plus là cette avance parce que bah il joue contre des adultes tous les week-ends, donc forcément c'est pas la même chose. Et en plus il est, euh, il est comment dire, pas excessivement grand non plus. Donc voilà, ça facilite pas peut-être les choses là-dessus. Mais voilà, mais je dirais que c'est un profil quand même qui est assez différent, notamment en ce qui concerne le volume de course. Louis, c'est un joueur qui a une grosse activité, qui a beaucoup de volume, qui court partout, etc., qui vraiment répète les efforts. Jules, c'est plus posé, c'est plus dans la simplicité. Et voilà, quand il faut aller au duel, il va au duel. Mais c'est pas le genre de joueur que je vois aller faire un pressing tout terrain, monter de manière très agressive après un long sprint pour aller presser. C'est un profil différent. Donc c'est aussi pour ça qu'au milieu de terrain, après tout dépend du profil qu'on veut, hein. Oui. Si on veut un 6 qui apporte de l'équilibre, qui joue simple, bah c'est le joueur parfait, Jules Mouton. Mais c'est pas forcément ce qui est recherché aujourd'hui par la plupart des clubs. Donc voilà. Mais ouais, c'est un profil quand même assez intéressant, mais oui, je trouve différent de son frère. D'accord. Bon, en tout cas, c'est assez beau parce que déjà signer un contrat professionnel, c'est bien, c'est incroyable même. Mais deux frères qui signent un contrat professionnel au sein du même club, bah franchement, je leur tire mon chapeau. Et en plus avec deux profils différents, donc on va voir si on aura l'occasion de les comparer. Pas en même temps puisque Louis n'est plus là, mais si un jour on peut voir Jules évoluer avec les professionnels, peut-être très bientôt à suivre. Donc les deux joueurs qu'on a évoqués, c'est ceux qui sont depuis le plus longtemps au club, mais c'est ceux qui ont signé les contrats les moins longs, donc 2026. Est-ce que tu l'as un peu dit je pense, mais comment tu expliquerais que ces deux joueurs-là ont signé les contrats les moins longs par rapport à tous les autres jeunes? Tout à l'heure on a parlé de 2028, il y a même du 2029 qui arrive dans 2 minutes. Pourquoi eux juste 2026? Bah déjà, ils sont 2 ans plus vieux que Gadek Beku et El Jamali. Il y a moins de potentiel, tout simplement, chez ces deux joueurs-là. Pas d'étiquette équipe de France, etc. Des profils moins faits pour le très haut niveau. Voilà, ils sont moins profilés que les deux autres. Et c'est des joueurs sur qui, je pense, au moment de la signature, le club se projette surtout pour une saison en réserve en tant que cadre. Des joueurs qui connaissent le niveau, qui vont apporter de la stabilité.
des 2005 en plus, voilà, qui ont quand même 20 ans, c'est pas des minots de 16 ans. Donc voilà, je pense que la raison de pourquoi il signe un an, c'est tout simplement qu'il y a un peu moins de potentiel chez ces joueurs-là que chez d'autres. Donc l'idée, voilà, c'est de les mettre en réserve et de permettre d'encadrer le groupe. Alors, à nuancer quand même, Jules Mouton, contrairement à McLoufie, a repris avec le groupe professionnel. Il était même un des rares jeunes à avoir repris avec le groupe pro. Donc, il va avoir la possibilité de se montrer tout simplement, à voir ce que ça donne. Il peut y avoir une bonne surprise, hein. Son frère Louis, au début, avait signé un an aussi, s'était montré, et au final, il avait prolongé. Donc, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise non plus. Mais voilà, dans l'idée, au moment de la signature, je pense pas ce qui soit envisagé, c'est qu'il signe professionnel un an, qui fasse toute la saison sur le banc avec le groupe Ligue 2. On n'était pas là-dessus. Mais voilà, encore une fois, les bonnes surprises peuvent arriver. Oui, oui, ça peut arriver. Puis la préparation, c'est fait pour ça également, pour découvrir des joueurs. On va avoir l'occasion de les voir, de le voir lui en tout cas, et puis les autres durant les matchs de préparation qui arrivent dans les prochaines semaines, parce qu'elle est assez longue quand même la préparation cette année. Je crois que c'est 7 semaines. C'est plus long que les autres années, donc on aura potentiellement plus de temps de les voir, et surtout le coach aura plus le temps de les voir avec l'ensemble de son staff. Maintenant, on va passer à un défenseur qui a signé jusqu'en 2028. Il s'appelle donc Kevin Pedro. Il est âgé de 19 ans. Il a été surclassé avec les U17 donc quand il était plus jeune. Il évolue en U19, en N3, plus les équipes de France dont les U19. Il est arrivé à Saint-Etienne en 2021. Donc lui, c'est d'ailleurs l'un des rares à avoir déjà joué avec les professionnels la saison dernière. Il a disputé, je crois, l'ensemble des matchs de la préparation. Il a même débuté contre Monaco. Après, on l'a plus vu avec les professionnels. Il était titulaire d'ailleurs contre l'OM en Coupe de France arrière droit. Et si je dis pas de bêtises, il a joué tout le match. Et pourquoi finalement la SSE n'a pas continué à le faire jouer alors que ça semblait bien parti pour lui en début de saison dernière? Il a joué surtout quand il y avait des absents en fait. Au début de saison dernière, si on se souvient bien, il y avait Nzuzi, Owusu, Aiki un peu, je crois, Amougou, Pedro du coup aussi qui avait pu faire quelques rencontres, quelques apparitions parce qu'il y avait des absents qui étaient là et donc il fallait compenser avec des jeunes. Derrière, quand tout le monde est revenu, à part Amougou, les jeunes, ils ont plus trop joué. Et c'est logique parce qu'on était sur une saison et ça s'est avéré de plus en plus vrai au fur et à mesure où tu n'avais pas forcément le temps de composer avec des jeunes et en plus on avait un effectif très large. Orneland s'en est plein d'ailleurs parce qu'il ne pouvait pas faire monter forcément des jeunes en séance d'entraînement à cause justement du nombre d'indésirables qui étaient là et qui n'étaient jamais convoqués dans le groupe pour le week-end, mais qui prenait une place à l'entraînement. Donc on l'a plus vu tout simplement parce que voilà, il y avait plus d'absents ou du moins d'absents. Et le match de Coupe de France qui joue, c'est sous les ordres de Laurent Huard, qui est directeur du centre de formation. Donc ça joue aussi. Mais voilà, finalement, quand le groupe était à peu près au complet, qu'il y avait du monde à son poste, il a jamais été là et la question s'est jamais vraiment posée. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de concurrence et puis surtout les résultats du club n'ont pas aidé à lancer beaucoup de jeunes la saison dernière, ce qui est aussi compréhensible en espérant que ça change cette saison avec tous ceux qui ont signé professionnels et qui puissent avoir du temps de jeu. Contre Marseille, je crois qu'il avait joué en tant que latéral droit. C'est quoi son poste idéal? C'est plutôt un latéral droit ou un défenseur central? Parce que je crois qu'il est assez polyvalent. C'est ça. Il a été repositionné au fur et à mesure en tant que latéral droit. Quand il arrive, c'est un défenseur central, vraiment. Moi, j'ai appris à l'apprécier comme ça. Donc, c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal. Surtout, je me souviens d'un match de préparation où je trouvais qu'il manquait cruellement de repères et que c'était un peu du gâchis de l'avoir mis là. Bon, si je suis honnête, au fur et à mesure, évidemment, quand tu apprends les rouages du poste, etc., il s'est largement amélioré et c'est devenu un très bon joueur au niveau national 3, du moins à ce poste-là. Il a joué en équipe de France aussi à ce poste-là un peu. Donc voilà, maintenant il a des repères, il a des références même à ce poste-là. Il peut évoluer aussi bien en centrale qu'en latéral. Encore une fois, c'est quelque chose qui probablement sera apprécié par Orneland. Si je devais définir où est-ce que je lui vois un avenir avec les pros, je dirais en tant que latéral droit, parce que c'est là qu'on a le moins de solutions qualitatives, disons.
Ouais, je pense que c'est peut-être plus facile de le lancer là qu'en défense centrale, surtout qu'on a déjà au niveau des jeunes Beres Owusu qui revient de prêt de Quevilly-Rouen, qui a fait une bonne saison et sur qui le club a potentiellement envie de miser s'il ne déçoit pas dans les semaines à venir. Donc peut-être plus en tant que latéral droit. Le problème s'il joue central, c'est qu'il n'a pas forcément la taille adaptée pour le foot moderne à ce poste-là. Maintenant, on veut des centraux qui sont très grands, dominants de la tête, etc. Qui forcément n'est pas trop son cas parce qu'il n'est pas incroyablement grand. Bon, c'est un peu dommage, je trouve aussi qu'on puisse plus voir des joueurs comme ça à ce poste-là. Mais bon, le football évolue. Donc ouais, je dirais plutôt peut-être un avenir en tant que latéral droit avec le groupe pro. Ouais, et c'est vrai, c'est un poste où on n'a pas grand monde dans l'effectif professionnel, donc c'est peut-être là qu'il peut avoir une chance, à moins que le mercato nous laisse des surprises et puis qu'un latéral arrive, hein, ça va sans doute être le cas d'ailleurs, ce serait même pas une surprise en fait. Donc Kevin Pedro, il va être en concurrence avec potentiellement un joueur qui va arriver. Est-ce que tu penses qu'il peut s'imposer face à lui, qu'il peut montrer des qualités directement durant cette préparation pour dire bah non, ça va être moi le latéral droit de Saint-Etienne cette saison, s'il est latéral droit à la préparation bien sûr. Bah, pour voir un latéral débarquer, il faudrait aussi peut-être un départ de Masson ou de Apia, au moins un des deux. Donc, est-ce qu'il peut s'imposer face à Masson et Apia? J'ai envie de dire que oui, c'est possible. Il a un potentiel, je veux dire, enfin, il a les qualités pour aller potentiellement plus haut que ces deux joueurs. Donc, c'est pas interdit de se dire que, au vu des qualités qu'il a, il peut aller les titiller rapidement. Après, tout dépendra du calibre de la recrue qui arrive, s'il y a une recrue qui arrive. Mais ouais, c'est un joueur qui aussi bien avec ballon a une relance qui est propre, qui est capable de porter la balle, etc. Bon, au début, il y avait peut-être quelques boulettes, maintenant, c'est plus du tout le cas. Ouais, avec ballon, il a des qualités intéressantes. C'est un joueur qui défensivement est très tranchant, qui est dans ses interventions, qui est rapide, qui est fort au duel, vraiment. Ouais, c'est un profil de défenseur assez moderne. L'idéal, en fait, ce serait de le placer dans une défense à 3 en tant que défenseur central, excentré droit. Ce serait vraiment le juste milieu parfait, j'ai envie de dire. Mais oui, il a les qualités pour aller prendre des minutes dès cette saison. Pour moi, c'est évident. Ok, et ben durant cet été, il va devoir montrer ses qualités, ses capacités. Après, oui, s'il peut évoluer dans une défense à 3, ce sera sans doute pas le plan de jeu d'Orneland, à mon avis. Bien sûr, il va c'est le rester problème. voilà. Tu vois, c'est un joueur qui serait apparu sous Laurent Batles. Imaginons qu'il soit 3 ans plus vieux. Ah, là, il aurait eu une vraie carte à jouer parce qu'un profil de défenseur comme ça, vraiment costaud, rapide, qui de plus en plus vraiment est méchant dans ses interventions, qui vraiment met de l'intensité dans son jeu et qui en plus, avec ballon, a une relance qui est propre et capable de prendre des initiatives. C'est un profil qui aurait vraiment plu et qui aurait servi à l'époque. Mais là, malheureusement, comme tu l'as dit, on ne joue plus à 3 derrière. C'est ça. Donc, à lui de montrer qu'il est aussi capable d'évoluer dans une défense à 4. En tout cas, il a aussi déjà toute la préparation pour le prouver. Maintenant, on va parler d'un autre joueur qui a signé professionnel. Bon, il est un petit peu différent des autres, ce joueur, puisqu'il n'a pas été formé à l'AS Saint-Etienne. Il a 18 ans, donc il ne vient pas du centre de formation, il vient du Sénégal. Il a notamment remporté la Coupe d'Afrique des Nations en U17. Il a également joué en U20. Donc c'est pas un joueur issu du centre de formation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi, comment ça se passe? Je crois que c'est déjà arrivé par exemple avec Boubacar Fall. C'est ça. Alors on avait plusieurs Sénégalais qui avaient signé à la SSE ces dernières saisons. Boubacar Fall, El Hadji Diaye, Cher Fall et Lamine Ndiaye. Eux, ils venaient du club des Espoirs de Guédiawaye, avec qui la SSE était partenaire. Là, c'est un joueur qui ne vient pas des Espoirs de Guédiawaye, qui vient de Jambars. C'est une académie au Sénégal très réputée, sûrement la plus réputée derrière Génération Foot. Donc, Jambars était en partenariat d'ailleurs avec l'Olympique de Marseille il y a encore quelques temps. Voilà, donc c'est un joueur Génération 2007 qui était le plus coté vraiment là-bas, avec aussi un autre gamin qui s'appelle Yaya Djemé, qui maintenant est à Chelsea, il me semble.
Donc voilà, sur la génération 2007 à Jean-Bart, c'était vraiment un joueur ultra coté, connu de tous les recruteurs de club pro. Donc voilà, c'était vraiment un profil très surveillé. Ok, ouais, donc c'est assez intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de son parcours? Donc, tu as dit que c'est un joueur qui semble avoir déjà un très bon niveau, qui est peut-être même en avance sur les autres, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de son parcours avec le Diamber FC et également en sélection sénégalaise, U17, U20? Il a beaucoup joué? Alors, à Jean-Bart, comme j'ai dit, c'était vraiment un des meilleurs joueurs de sa génération avec Jimmy. Donc, oui, il a joué, il était coté là-bas, il y avait vraiment aucun souci. C'était vraiment, il était considéré là-bas comme un top potentiel, donc il était très apprécié, etc. D'ailleurs, Chantreuil, qui était à la formation à la SSE, l'a eu à Jean-Bars à un moment. Peut-être que d'ailleurs, il y a eu des renseignements qui ont pu être pris via cet intermédiaire-là. Donc voilà, le Jean-Bars, il était vraiment très coté, il a joué. Avec le Sénégal, il a joué aussi. Il avait fait la CAN U17, il a fait la CAN U20 récemment. CAN U20, d'ailleurs, il était surclassé parce que c'est un joueur de la génération 2007. Donc ouais, c'est un joueur qui vraiment a une cote très intéressante au Sénégal. Ok. Et lui, son contrat, c'est le plus long actuellement à Saint-Etienne, 2029, donc dans 4 ans. Pendant 4 ans, c'est quand même assez long. Comment expliquer donc ce pari sur 4 ans? Pourquoi d'ailleurs il y a des joueurs, c'est 3 ans et d'autres, c'est 4 ans? C'est quoi la différence entre 3 et 4 ans? Lui, du coup, il ne vient pas du centre, donc en fait, il est considéré comme une recrue. Donc, ils lui mettent 4 ans, comme ils ont mis 4 ans finalement à toutes leurs recrues de jeunes joueurs qui meurent. Hein. Le Stassin a eu 4 ans la saison dernière. David Ashvili avait pris 4 ans, Ben Holt aussi, Boaki aussi. Voilà, la politique de Kilmer, c'est tu es jeune, tu as du potentiel, on te recrute à la SSE, 4 ans de contrat. Donc Lassana Traoré n'y a pas échappé, tout simplement. Là-dessus, voilà, c'est vraiment un joueur sur qui le club, le club l'a vu, l'a observé là-bas en Afrique. Ils ont apprécié son profil. Il arrive, il fait la prépa avec les pros directement. Il passe devant Darling Blady, qui pourtant a fait vraiment un bon prêt à Bourg-en-Bresse. Il passe devant Majid Makloufi, qui est au club depuis 12 ans et qui a signé professionnel. Donc voilà, vraiment, ils veulent valoriser leur recrue. Donc ils vont tout faire, tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien pour lui et qu'il aille à prendre du temps de jeu de cette saison. Ouais, c'est vrai, au final, c'est une recrue pour Saint-Etienne, donc 2029, c'est pas étonnant. Et pour les joueurs du centre de formation, c'est que tu peux pas signer plus de 2028 ou c'est juste que c'est plus leur politique 2028? Non, je crois, si je dis pas de bêtises, en tout cas à Saint-Etienne, on n'a jamais eu de contrat au-delà de 3 saisons Ok, pour les jeunes qui sortent du centre de formation. ok, ça marche. On a fait le tour de tous les joueurs qui ont signé professionnel pour la première fois ou qui ont prolongé. On va parler d'un autre jeune joueur qui a également joué avec l'équipe de France. C'est U17, aux côtés de Gillian Nguessan pendant l'Euro. C'est Paul Aymar, donc c'est pas encore officiel, mais c'est une signature qui devrait arriver très prochainement. Donc il a 17 ans, donc il a joué avec l'équipe de France U17. Lui, il est arrivé à Saint-Etienne en 2021. Il est passé par le pôle espoir Auvergne-Rhône-Alpes. Quel est le profil de Paul Aymar? Quelles sont ses principales qualités? C'est un milieu de terrain aussi, lui, je crois. C'est ça. Pour revenir déjà rapidement sur les négociations, aux dernières nouvelles, c'était bien engagé. Les discussions, elles sont là depuis longtemps. Le club l'avait même fait monter sur les séances avec le groupe Ligue 1 sur la fin de saison pour lui montrer comment ça se passait, pour aussi montrer un peu qu'on comptait sur lui, etc. et le convaincre de signer. Donc, aux dernières nouvelles, c'était bien engagé. Son agent l'avait même confirmé dans un podcast, l'équipe sur Paul. Donc voilà, normalement, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ça devrait arriver prochainement. En tout cas, il a encore 1 an de contrat, 1 an à faire au centre de formation. Donc, dans tous les cas, même s'il ne signe pas là, il est encore sous contrat avec la SSE. Mais ça serait que ça serait important de le sécuriser rapidement. Alors au niveau du profil, c'est un joueur ultra complet, ultra moderne. Vraiment, c'est un milieu de terrain très moderne. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir un jeu de passe très propre, jeu long, jeu court. Il y a évidemment une marge de progression, mais il a une qualité de passe qui est intéressante. Il a du volume, il met de l'intensité, il est agressif à la récupération. Voilà, il gratte des ballons vraiment.
Donc là-dessus aussi, c'est super intéressant. C'est un joueur qui se projette. C'est un peu un box-to-box. Il se projette beaucoup dans la surface adverse aussi. Il marque. Il a des stats. En équipe de France, il a pas mal marqué aussi. Équipe de France génération 2008, donc U16 la saison passée et U17 cette saison. Voilà, c'est vraiment un profil ultra moderne. En plus, il est grand, il est élancé, longiligne. Vraiment, il a toutes les qualités recherchées aujourd'hui dans le football actuel. Ok, bon bah j'espère qu'on va le voir vite signé professionnel. Donc c'est une information qu'on avait sortie sur Peuple Vert. D'ailleurs, si vous voulez plus de renseignements sur la formation, n'hésitez vraiment pas à aller sur Peuple Vert. Et puis pour toute l'actualité en général, ça parle de toute la journée. Donc vous n'allez rien manquer de Saint-Étienne. Vraiment, il faut aller sur Peuple Vert. Je pense que c'est pas Clément qui dira le contraire. C'est sûr. Donc il a joué l'Euro U17, l'équipe de France est arrivée en finale et s'est inclinée contre le Portugal. Tu as parlé que c'est un milieu de terrain donc, qui a été très important, notamment avec l'équipe de France. C'était le cas pendant l'Euro ? Alors ça a été le cas pendant l'Euro évidemment, c'était encore plus le cas au tournoi de Montaigu la saison dernière, où il avait marqué en finale, si je dis pas de bêtises, la France avait gagné. Alors là, sur l'Euro U17, bon, il a été titulaire tous les matchs sauf une fois. C'était, je crois, le deuxième match de la phase de poule où le coach avait fait un peu tourner et donc il était allé sur le banc. Mais voilà, c'est un des joueurs quasiment indiscutables de ce groupe France. Il est super important au milieu de terrain avec Camara de Montpellier. Il a fait un tournoi qui était tout à fait correct, pour ne pas dire très intéressant. Après, voilà, c'était pas là où on l'a vu à son meilleur niveau non plus avec l'équipe de France. Mais oui, il a fait un tournoi qui était très honorable. Et de toute façon, c'est surtout un collectif, je trouve, cette équipe de France U17. J'aime beaucoup la manière qu'ils ont de jouer ensemble. Alors, il faut vraiment que tout le monde soit au complet. Mais c'est pas le groupe où il y a le plus d'individualité, j'ai envie de dire. Mais par contre, quand ils s'y mettent vraiment et que le projet de jeu est respecté à la lettre, c'est un groupe qui collectivement, je trouve, est assez fort, et Paul et Mar se font bien là-dedans. Il y a aucun doute là-dessus. Ok, ouais, tout comme N'Guessan qui a terminé deuxième meilleur buteur, je crois, de l'Euro, donc qui avait aussi de belles stats. D'ailleurs, depuis qu'il joue en équipe de France, je crois qu'il marque quasiment un but par match. Donc, C'est ça. Et il faudra pas sous-estimer Gillan. On n'en parlera pas aujourd'hui de Gillan N'Guessan. C'est pas parce qu'on l'aime pas, bien au contraire. C'est juste qu'il a signé professionnel il y a déjà plusieurs mois en cours de saison, et qu'il a aussi déjà pas mal de matchs avec l'équipe A. Mais N'Guessan, la saison prochaine, il a évidemment une carte à jouer, une grosse carte à jouer, que ce soit en doublure de Stassin ou bien en doublure d'un autre attaquant si Stassin part. Mais Orneland l'adore. Tout le monde mise sur lui au club, et voilà, la saison prochaine N'Guessan, on va le voir assurément. Ouais, bah j'espère en tout cas, tout comme peut-être Paul Aymar. Pour finir, une dernière question, pourquoi Saint-Étienne souhaite le prolonger, le faire signer pro rapidement? C'est pour le verrouiller? Il y a des clubs qui pourraient être intéressés par le profil d'Aymar, tu penses? Ah bah bien sûr. Tous les joueurs qui performent à ce point-là en équipe de France de jeunes, ils sont ultra surveillés. Il y a des dizaines de recruteurs qui les connaissent, etc. Donc Paul Aymar, c'est un joueur qui évidemment a des courtisans, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, etc. Donc c'est sûr que en fin de saison prochaine, si le club ne bouge pas d'ici là, mais du coup ils ont déjà bougé, il y aurait eu plein de prétendants pour le récupérer en fin de formation. Donc là, c'est bien que le club anticipe. Voilà, il y a beaucoup de monde sur lui, donc il faut lui faire signer son contrat pro dès maintenant. C'est comme ça maintenant, de toute façon, hein. Il y a beaucoup de contrats pro qui sont aussi des contrats pro de sécurité, pour éviter de se faire piquer le joueur. Mais alors Paul Aymar, est-ce qu'on le verra dès cette saison? C'est compliqué à dire. Je dirais que c'est pas impossible qu'il prenne des minutes. Après, de là à s'imposer vraiment cette saison, ça me semble peut-être encore compliqué. Il y aura peut-être encore un ou deux paliers à franchir, parce que lui non plus n'a pas énormément joué avec le groupe de réserve, même s'il a été beaucoup surclassé, parce que normalement c'est un 2008 qui devrait jouer en U17, mais il joue du coup tout le temps avec les U19 et même parfois avec le groupe réserve. Donc voilà, c'est un des joueurs les plus précoces actuellement à la SSE. Mais voilà, la volonté de le faire signer pro, en fait, on n'a pas trop le choix. De un, c'est un super profil, et de deux, si nous on le fait pas, d'autres le feront.
Et justement, ça arrive assez fréquemment que des joueurs progressent dans leur équipe pendant la formation et puis qu'un autre club vienne les piquer avant qu'ils signent pro dans le club. Bah, bien sûr, hein, c'est une tendance qu'on observe assez régulièrement. Après, à Saint-Etienne, on a quelques exemples, mais je trouve encore qu'on s'en tire pas trop mal. On avait Noah Ravert qui était parti à l'AC Milan il y a, je crois, 3 ans, quand on était en Ligue 2, 2 ans peut-être, 2 ans. Il y a Noah Ravert qui était parti. Garnel Billet avait refusé de signer pro. Bon, lui, c'était un peu un cas différent parce que on va dire qu'il était un peu plus problématique voilà, à gérer. On a cette année 2 exemples. Il y a Fodé Camara qui part à l'Olympique de Marseille, mais là c'est différent parce que la SSE lui avait proposé d'abord un contrat stagiaire. L'Olympique de Marseille est arrivé avec un contrat pro et derrière Saint-Etienne est revenu visiblement avec un contrat pro. Donc là, tu peux moins en vouloir aux joueurs entre guillemets de choisir le projet qui lui a fait confiance en premier. Entre un contrat pro et un contrat stagiaire, voilà, tu vois où la confiance est placée. Mais oui, ça arrive de temps en temps. Après, voilà, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal quand même. Ok, oui, c'est sûr, on s'en sort pas mal et en tout cas, ça fait plaisir de voir tous ces jeunes signés professionnels parce que le centre de formation dans un club de foot et à Saint-Etienne, on sait que ça occupe une place très importante. Je te remercie Clément, c'était vraiment super intéressant de t'écouter sur tous ces joueurs. On a, je pense, tous appris à mieux les connaître, donc vraiment un grand merci à toi. Bah, il n'y a pas de souci, c'était vraiment un plaisir. Toujours content de parler de la formation. En plus, sur un format YouTube, j'ai pas forcément l'habitude, mais ça fait toujours plaisir. Et voilà, franchement, on a beaucoup de joueurs qui ont signé cette année, notamment parce que du coup, il y a 2008, Nguessan et Aymar, qui sont très en avance par rapport au standard. Donc, on n'avait pas le choix que de les faire signer cette année. Mais voilà, il va falloir être patient avec tout ce petit monde. Évidemment, tous ne joueront pas tous ne joueront pas en pro cette année. Il va falloir être patient et un peu indulgent, si possible. Voilà. Si on en voit déjà un ou deux évoluer régulièrement avec les pros et arriver à se faire leur place petit à petit, ce sera très bien. Et voilà, de toute façon, il faut y aller au compte-gouttes. Et justement, je pense que le fait qu'on soit en Ligue 2, c'est vraiment l'occasion de lancer 1, 2, 3 profils et de les valoriser à fond. Donc j'espère que c'est ce que le club fera. Ouais, voilà, j'espère que le club arrivera à faire une belle saison et on sait que c'est souvent quand on arrive à faire des belles saisons qu'on peut lancer des jeunes parce que c'est souvent délicat quand on n'est pas dans une position favorable. Donc espérons que ce soit l'occasion pour eux. Et comme tu l'as dit, il va falloir être patient. Je pense que c'est le maître mot, c'est des jeunes joueurs. Voilà, ils ont entre 17 et 20 ans, donc il ne faut pas griller les étapes et j'espère également qu'on va pouvoir les voir évoluer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire des retours. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas vraiment à aller sur Peuple Vert pour lire des portraits sur la formation, toute l'actualité autour de la formation et bien sûr de Saint-Etienne. Et puis aussi d'aller sur la chaîne YouTube de Peuple Vert que vous trouverez assez facilement. Et je pense qu'il y a des podcasts formation qui vont arriver dans pas très longtemps avec Sylvain et Clément. Merci à tous, passez une bonne soirée et puis allez les Verts. Allez les Verts.